Bienvenue sur Les Voix de la Photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie, ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur. Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute! Bonjour Monsieur Stenberg. Bonjour. Bonjour, donc je te remercie d'avoir pris le temps de me recevoir et de m'accueillir dans tes bureaux. Donc tu es le dirigeant de Photonation depuis sa création en 2001. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Photonation, donc c'est un laboratoire photo à Paris. Donc pour commencer, pourrais-tu te présenter et donc expliquer en quoi consiste ton emploi et revenir sur ton parcours professionnel, donc où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, quel était un petit peu ton milieu. Oui, alors donc moi j'ai 44 ans, je suis né dans l'Oise à Compiègne. C'est une petite ville sympathique au nord de Paris avec de la forêt, des châteaux, donc c'est très sympa. Disons que la photographie, c'est quelque chose que j'ai découvert en étant adolescent. Je pense comme beaucoup de gens en vacances. J'ai pris mes premières photos lors de voyages et j'ai tout de suite trouvé ça extraordinaire comme pratique. Ça permet de garder des souvenirs, de se reconnecter à des bons moments quand on regarde les photos. Mais c'était pas une passion à cette époque-là, hein. Je trouvais ça juste très très divertissant, très agréable. Et il se trouve que moi j'étais toujours intéressé par le cinéma, donc j'ai fait des études après le bac de cinéma, j'ai fait un BTS audiovisuel. Et à cette époque-là, donc j'avais un petit appartement à Paris et je me suis installé un agrandisseur dans ma salle de bain, ma petite salle de bain d'1 mètre carré, et parce que je voulais essayer de tirer mes photos moi-même. Et c'est là que j'ai vraiment, découvert la photographie. C'est vraiment développer moi-même mon film noir et blanc, le tirer à l'agrandisseur, découvrir le masquage, découvrir tout ce qu'on pouvait faire en fait avec ses mains sous un agrandisseur. C'était Comment t'as su faire tout ça? En fait, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi, j'ai une cousine qui est architecte, qui vit à Paris et qui avait dans ses relations un ami qui était photographe et qui avait un tout petit laboratoire dans le 11e arrondissement, un truc personnel, hein, dans une petite pièce, et il m'avait proposé de le partager et puis de m'apprendre les rudiments. Donc j'ai appris les rudiments avec lui comme ça, et puis ensuite je me suis installé un agrandisseur dans ma salle de bain et j'ai passé toutes mes nuits à tirer des photos. Oui, après pendant mes études, j'ai participé à plusieurs. Il y avait plein de petits concours. J'ai participé à des petits concours qui étaient organisés par Kodak, par Agfa, tout ça. Et puis il se trouve qu'un jour, sans avoir gagné le concours, hein, je n'ai jamais eu cet honneur. J'ai été invité à une remise de prix à Millau. Là où il y avait les bureaux de Kodak à côté de Bercy, et puis j'ai rencontré des gens de chez Kodak qui étaient adorables, charmants, et on s'est revus plusieurs fois. Et moi j'avais terminé mes études à cette époque-là, et du coup je faisais des piges pour des boîtes de production en vidéo, et donc la vie d'intermittent n'était pas c'était pas ce que je recherchais. Donc quand ils m'ont proposé d'ouvrir un magasin de photos, au début j'étais un petit peu j'étais pas emballé parce que je me voyais pas commerçant en fait. Je trouvais ça génial de pouvoir être au plus près de ma passion, mais c'était pas quelque chose qui m'emballait plus que ça. Moi j'ai des parents qui sont qui ont été dans l'hôtellerie et la restauration à leur compte toute leur vie.
je me voyais pas mener la même vie qu'eux en fait. et et puis de manière un petit peu sans vraiment chercher à le vouloir, hein, parce que à l'époque Kodak c'était une très grosse entreprise, il y avait beaucoup de relations, beaucoup de moyens. Ils m'ont présenté les choses d'une manière où en fait c'était très simple d'ouvrir un magasin photo, même si on était jeune et qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Mais pourquoi ils t'ont proposé à toi? Enfin. Alors je pense que alors je ne sais pas, hein, peut-être il faudrait leur demander à eux si on les retrouve, parce qu'ils ont trouvé sûrement un autre emploi aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a en fait, c'était un peu dans leur programme, ils recherchaient des gens qui étaient passionnés pour ouvrir des magasins Kodak Express, c'était leur enseigne. Je pense qu'ils cherchaient des profils un peu différents que juste des investisseurs ou des commerçants. Ils voulaient des gens qui aient une réelle passion pour la photographie. Et effectivement, ils m'ont beaucoup aidé, hein, parce que moi à l'époque, j'avais pas du tout un profil commercial, donc je connaissais rien, tout ce qui était business plan. Ça me parlait pas du tout, et qui m'ont beaucoup aidé. C'est même eux qui ont trouvé le local où j'ai ouvert mon laboratoire, hein. Ils m'ont mis en relation avec le propriétaire, c'est eux qui m'ont mis en relation avec les banques pour les emprunts. Enfin, c'était assez incroyable, hein. Et je sais pas s'ils faisaient ça pour tout le monde, mais en tout cas je peux dire que quand j'ai ouvert vraiment la boutique en 2003, en février, après que les travaux soient finis, tout ça, le jour de l'ouverture, j'étais quand même très, un peu prostré en me disant mais comment je me suis retrouvé là. Et en fait, je regrette pas du tout, hein. C'était une expérience incroyable. C'est-à-dire que il a fallu que je découvre sur le tas tout l'aspect relation avec les clients, commercial. Et finalement, j'ai trouvé ça agréable parce que en tant que photographe, moi j'avais travaillé un petit peu ici et là pour justement, comme ma cousine était architecte, j'ai fait quelques photos pour son book, puis après j'ai travaillé pour un de ses amis architectes, mais vraiment j'avais pas fait énormément de travaux en tant que professionnel, mais j'en avais fait un petit peu. Et ma relation avec les laboratoires, c'était un peu difficile. C'est-à-dire que à l'époque, les laboratoires, c'était l'usine, quoi. On rentrait, on déposait ses films, on partait, hein. Bon, peut-être qu'il y avait des laboratoires un peu plus où les relations avec les photographes étaient différentes, mais j'y avais pas accès, quoi. C'était des laboratoires, je pense, pour les professionnels ou les journalistes. Mais bon, du coup, j'avais trouvé ça assez frustrant parce que, par exemple, en couleur, on peut difficilement faire soi-même ses tirages. Il faut beaucoup d'équipement, c'est très technique. Donc, je trouvais ça très frustrant de pas pouvoir plus discuter ou qu'on m'explique pourquoi ça n'avait pas marché ou ça n'avait pas donné ce que je voulais en termes de rendu, ou peut-être je m'étais trompé dans l'exposition, mais je trouvais qu'on n'avait pas le temps de discuter. Donc j'ai voulu créer ça en fait dans la boutique que j'ai ouverte. Donc la boutique, pardon, c'était du coup une franchise de Alors Kodak, ça a commencé par être une franchise Kodak, et puis malheureusement eux ils avaient tout un plan pour le numérique avec des bornes de commande et tout ça. Ils pensaient que ça allait marcher. Moi j'avais été équipé avec ça, j'ai formé beaucoup de gens sur les bornes, à leur expliquer comment ça fonctionnait, passer du temps avec eux. Il se trouve que le modèle économique du tirage numérique par borne, il a été complètement balayé par Internet. Donc dès 2004-2005, ça s'est complètement effondré. Donc j'ai eu des moments difficiles où je me demandais vraiment comment j'allais finir mes fins de mois. Mais il se trouve que dans le même temps, la photo argentique décroissait très très vite, mais les grandes enseignes s'en désintéressaient. Donc à Paris par exemple, les Fnac qui avaient une énorme part de marché, elles ont arrêté très vite de proposer le développement. Et j'en avais une juste à côté de ma boutique. Quand ils ont arrêté de proposer le développement, j'ai récupéré toute leur clientèle, ce qui fait que j'ai réussi à tenir quelques années comme ça, en récupérant la clientèle à droite à gauche, de photographes qui fermaient, qui partaient à la retraite, de grandes enseignes qui arrêtaient, comme Photostation, qui faisait vraiment la photo, le meilleur marché possible. Je pense que toutes ces enseignes-là, elles ont fermé, et j'ai récupéré leur clientèle, ce qui fait que j'ai pu continuer à travailler jusque 2007-2008 de manière assez sereine. Et puis après donc j'ai commencé. Alors il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai un ami d'enfance
qui a eu exactement le même parcours que moi, que j'avais retrouvé en BTS audiovisuel, et qui travaillait chez Photoservice, et qui avait profité d'un plan de départ pour monter son propre petit laboratoire à Paris. Il était venu me voir à ce moment-là, il m'a dit écoute, j'ai eu un peu de sous en partant, un plan de licenciement, je vais ouvrir un laboratoire, qu'est-ce que t'en penses? À l'époque, en 2006, je lui ai dit écoute, c'est dur en ce moment quand même, on est plutôt en train de descendre, prends pas trop de risques. Et puis du coup, il avait ouvert un tout petit laboratoire où en fait il sous-traitait chez moi. Et lui, il était très branché photo Povera. Donc il travaillait avec l'homographie qui était à ses prémices en France. Et ça marchait très bien, la vente d'appareils l'homographie. Mais par contre, il s'est rendu compte que avoir son propre commerce, payer les charges et tout ça, c'était pas simple. Et ta boutique à toi, elle était où? Et moi, elle était à Nation, place de la D'accord. Nation. Et lui, il était pas très loin, il était à Fédère-Chaligny, donc c'était pas très loin du tout. Et moi, à l'époque, je commençais à avoir pas mal de travail du fait de la fermeture de toutes ces grandes enseignes, et ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vacances, et à un moment donné, je voyais lui qu'il avait des soucis, parce que ça marchait pas assez bien en fait pour qu'il puisse en vivre. Et je lui ai dit écoute, ferme ta boutique et puis viens travailler avec moi parce que j'en peux plus, il faut que je prenne des vacances, je suis fatigué. Et puis il a décidé de prendre le risque de venir travailler avec moi, puis du coup on s'est associés et on est toujours ensemble. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Olivier Le Petit. Et il m'a fait rencontrer donc les gens de chez l'homographie. Moi c'était pas du tout dans mon champ de vision en fait. Je voyais même pas l'intérêt de faire des photographies avec des appareils en plastique ou qu'elles soient qui ait des défauts. C'était pas mon monde en fait. Moi j'étais très noir et blanc, faut que tout soit parfait, tout ça. Et du coup c'était un peu le clash cette rencontre. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que très rapidement j'ai compris le point de vue en fait de toute cette pratique, notamment parce qu'avec le numérique, tout ce qui était l'imaginaire collectif qu'on a des photos d'enfance qui sont de mauvaise qualité, jaunies, tout ça, allait disparaître en fait. Et en fait, on parlait de ce côté affectif de la photographie qui nous relie à un souvenir. Et je pense que ça a été ça la force en fait de l'homographie, c'était de nous reproposer d'obtenir les mêmes résultats que les photos de notre souvenir d'enfance qu'on a vu dans les albums de famille, et même d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire d'aller chercher justement l'esthétique de la photo ratée ou de la double exposition ou de la fuite de lumière. Et j'avoue que alors que ça m'avait jamais effleuré avant de commencer avec ça, j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Et donc on a beaucoup travaillé avec le représentant local de l'homographie qui est devenu un ami et même qui fait partie de la famille. Non, je suis son beau-frère. Donc c'est dire que on a passé beaucoup de temps à développer une communauté en fait en créant des concours photos sur des thèmes un peu farfelus qui ont je pense bien amusé les gens. On a fait des choses assez rigolotes. Et à cette époque-là, vous pouviez développer du noir et blanc, de la couleur. Alors c'était compliqué parce que on développait surtout de la couleur, et puis le noir et blanc, je le faisais à la main chez moi le soir en rentrant. Je faisais quelques pellicules, pas grand chose, une dizaine par jour, donc je le faisais chez moi dans ma salle de bain le soir, et je les ramenais au boulot le lendemain pour mais les volumes augmentant, on a cherché des solutions. Alors on a trouvé une petite machine pour développer les films noir et blanc. Après ça a toujours été du bricolage pendant des années, jusqu'au jour où arrivé en 2012, on commençait, on a recruté des salariés, on commençait à avoir vraiment beaucoup de monde, il y avait la queue devant la boutique tout le temps, on était ravis forcément, et puis on a eu l'opportunité d'ouvrir une autre boutique en plein centre de Paris, à Châtelet, rue des Lombards,
c'est vraiment un hasard complet, hein, parce que moi je suis pas, comme je dis, c'est pas, on se refait pas, hein, j'ai jamais été un entrepreneur entre guillemets, donc je regardais juste des annonces en disant c'est bon, c'est très cher tout ça, jamais réussir à ouvrir une autre boutique, et puis je suis allé au culot, il y a quelqu'un qui vendait les murs de sa boutique rue des Lombards. Parce que et ce que j'ai pas dit, c'est ça, c'est qu'en fait, pour ceux qui savent pas, mais à Paris, quand on veut ouvrir un local commercial comme ça, et quand c'est bien placé, en général, il y a ce qu'on appelle un pas de porte. Il faut payer une somme d'argent très très importante pour pouvoir louer. Donc en général, ça refroidit un peu tout le monde. Parce que on parle de sommes pratiquement la moitié de la valeur du bien. Hein. Donc normalement, on trouve, quand on n'a pas ces sous-là, c'est difficile d'ouvrir une boutique. Et là, le propriétaire vendait les murs. J'ai pris contact avec lui et puis je suis allé un peu au culot, alors que je savais bien qu'on n'avait pas les moyens de l'acheter. Ça me donnait l'occasion de le rencontrer. Et donc je l'ai rencontré et puis moi je lui ai fait une offre pour la blague en fait. Moi de mon côté je savais très bien que j'aurais jamais le prêt, mais quand je l'ai rappelé pour lui dire que la banque me suivait pas, je lui ai dit vous, il faut que vous le vendiez votre bien, mais s'il est vide, qu'il y a personne dedans, effectivement, c'est compliqué, quoi. Si quelqu'un veut l'acheter, c'est pour que ça lui rapporte de l'argent. Donc, et si vous me louiez le local, moi, je pourrais vous payer un loyer. Je peux pas vous payer un pas de porte, mais je pourrais vous payer un loyer. Et puis, il était venu voir le magasin à Nation, et puis comme il était c'était quelqu'un qui était intéressé par l'art, la photographie, donc il m'a fait confiance, il m'a dit bon allons-y. Donc il m'a fait un contrat de bail et puis oui, il a bien fait parce que il a vendu son bien la semaine suivante. Donc je pense qu'il était content. Et puis nous aussi parce qu'on a une super adresse en plein centre de Paris, c'était complètement inespéré et puis eh bien c'est la même histoire qu'à Nation. Je me souviens au début, il y a des gens qui passaient qui disaient mais ça existe encore, ça, la photo, mais je vois pas pourquoi vous ouvrez un magasin. Je dis écoutez, pourquoi pas. Et puis aujourd'hui, pareil, la boutique, il y a la queue tout le temps. On a eu beaucoup de travail les dernières années, jusqu'au point que nos petites boutiques, ça commençait à plus suffire pour. Et vous étiez combien à Nation et du coup à Châtelet? À Nation, on était 6-7 et puis à Châtelet une dizaine de personnes quoi. Donc, d'abord qu'une personne, puis après deux. À chaque fois, ça a été, c'était tout le temps des paris un peu fous. C'est-à-dire que moi, au début, j'étais à Châtelet l'après-midi. On ouvrait que l'après-midi. J'y allais l'après-midi. Puis des fois, je passais des après-midi un petit peu. Je m'ennuyais. Il y avait pas grand monde. Puis rapidement, quelques clients, puis beaucoup de clients. Après, je passais toute ma journée à Châtelet. Et puis après, tellement de clients que j'y arrivais plus tout seul. Donc, on embauchait quelqu'un. Puis une deuxième personne, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Puis je me disais, mais c'est pas possible. Où ça va s'arrêter? Et au point que il y a 2 ans, on s'est dit c'est plus possible, on peut plus travailler dans ces conditions-là parce que c'est des toutes petites boutiques avec une fois qu'on a installé les machines pour faire le développement et qu'on est 7 dedans, on peut plus bouger quoi. Donc j'ai dit faut vraiment qu'on fasse les choses bien vu que ça a l'air de vouloir continuer à marcher puisque la clientèle est de plus en plus jeune, donc ça va durer un petit peu. J'ai commencé à chercher un local un peu plus grand pour vraiment faire une sorte d'outil de production un petit peu organisé avec de l'espace et on a trouvé ici dans le 20e un espace de 400 mètres carrés et on a installé donc un laboratoire et des bureaux pour pouvoir faire tout ça sereinement on va dire. Et on s'est toujours laissé porter par aussi bien Olivier que moi hein, par la nécessité de devoir faire. Il y a pas eu au départ de vision entrepreneuriale mégalomaniaque quoi. C'est juste on faisait face au travail qu'il y avait à faire quoi.
Et pour trouver du personnel, enfin en tout cas les gens qui travaillent pour vous, c'est plutôt des gens dans les écoles d'art, Alors il y a des formations techniques, enfin. Alors il y en avait, j'y reste toujours aujourd'hui un bac pro photographie, mais qui est très orienté prise de vue, c'est normal, et puis très numérique, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est le but de l'éducation nationale, c'est quand même de former des gens qui vont pouvoir se débrouiller tout seuls après. Et aujourd'hui, les former sur des techniques analogiques, argentiques, ce serait pas leur rendre service, parce qu'on parle quand même d'un marché de niche. Donc, s'ils veulent trouver du travail et s'en sortir, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'ils apprennent à se servir de Photoshop, d'un appareil numérique, et puis qu'ils aient une idée de l'éclairage et de comment éditer des photos pour les présenter à un client. Donc c'est pas vraiment dans ces figures-là qu'on recrute. Ce qui est assez étonnant, c'est que on n'a même pas besoin de chercher en fait. C'est des gens qui spontanément se présentent, qui ont envie, qui ont une passion pour la photographie argentique et qui veulent travailler avec nous. Alors très souvent on les refroidit un peu, on leur dit, vous savez, c'est pas le tirage à l'agrandisseur. Il y a aussi une notion de client, de comptoir, voilà, c'est des choses. Du coup, souvent, des gens qui ont postulé chez nous, il y en a certains qui, une fois qu'on les a engagés, ça leur a pas plu du tout, et on comprenait, parce que c'est une chose d'avoir une passion pour la photographie argentique, c'en est une autre de travailler dans un laboratoire. Après, il y en a qui y trouvent leur compte, qui justement le fait d'échanger avec d'autres passionnés, ça leur plaît. Après, le côté un petit peu répétitif du travail de développement et tout ça, ça demande une certaine rigueur, et puis ça peut être un peu ennuyeux à force. Une fois qu'on a vu, qu'on connaît bien le process, c'est comme tout travail. Il y a une part récurrente qui devient un peu rébarbative. Mais je dois dire que du coup, tous nos salariés, c'est des gens qui sont passionnés de photos argentiques et qui ont des profils extrêmement différents. On a des gens qui étaient kinés, on a des gens qui étaient galeristes, on a des qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? On a des gens qui faisaient du marketing dans des grosses boîtes de prêt-à-porter, vraiment des profils extrêmement variés. Mais la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'effectivement, c'est des gens qui, dès qu'ils ont du temps libre, ils sortent faire des photos avec leur boîtier. Et je pense que c'est ça en fait. Je pense que les gens recherchent en venant aussi chez nous, chez Nation Photo. Je pense que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours entretenu, en tout cas avec les clients quand j'étais au comptoir du magasin. Malheureusement, aujourd'hui, je gère une entreprise avec 25 salariés, donc j'ai plus beaucoup de temps pour être au comptoir. Faut que je gère. C'est un autre métier que je découvre aussi tous les jours, et qui est passionnant aussi, parce que c'est plein d'autres défis. Mais c'est vrai que je crois que ce qu'on propose, c'est-à-dire d'avoir tout le temps à faire quand on vient chez Nation Photo, quand on pousse la porte, d'être tout le temps au contact de quelqu'un qui a pour passion première de faire de la photographie argentique. Je pense que ça se ressent en fait. En fait, j'espère que ça continue à se ressentir. En tout cas, on essaye de l'entretenir, cette culture-là. Et du coup, la clientèle, elle a évolué. Oui. Beaucoup, ouais. C'est ça, du coup, elle est plus jeune depuis, beaucoup plus jeune, ouais. Depuis 15 ans. Alors ça, alors en fait, ça a commencé quand on a commencé à travailler avec l'homographie. Au début, la clientèle, c'était plus des trentenaires qui avaient envie de s'amuser avec la photographie, qui avaient plus des profils de créateurs graphiques ou visuels, et qui avaient envie de créer des objets visuels plus que de la photographie. On n'était plus vraiment dans
c'est marrant parce que ça suit un peu la trajectoire de la peinture, quoi. C'est à partir du moment où on a atteint un degré de perfection, ben on n'est plus dans le figuratif, quoi. On passe dans l'abstrait, et ça c'est un peu la même chose là qui s'est passé avec la photographie. Et donc ouais, on avait une clientèle de trentenaires, voilà, de gens qui avaient une certaine expérience des arts graphiques, visuels, et qui voulaient s'amuser avec la photographie. Et assez rapidement, en fait, en l'espace de, je dirais, 2-3 ans, tous ces gens-là qui sont rentrés dans le monde de la photographie argentique par le biais d'appareils en plastique, tout ça, ils ont voulu essayer d'autres choses. On les a aussi nous amenés vers autre chose, parce que il y avait plein d'appareils, de boîtiers fabuleux qui se vendaient rien du tout puisque ça n'intéressait plus personne. Donc on pouvait s'équiper avec des boîtiers de légende qui étaient réservés autrefois à des professionnels parce que le prix était prohibitif, et on pouvait s'équiper avec un Hasselblad pour 100 €, quoi. Aujourd'hui ça a beaucoup remonté, c'est très très difficile d'en acheter un à ce prix-là. Mais et du coup tous ces gens-là se sont mis à faire de la photographie plus traditionnelle, on va dire, avec des très bons boîtiers, et je sais pas, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il y a toute une génération de jeunes, voire très jeunes, 12, 13, 14, 15, 16 ans, qui ont commencé à refaire de la photographie argentique. Alors, j'ai plusieurs théories là-dessus, je sais pas s'il y en a une qui est bonne ou vraie, mais je me demande si le fait qu'aujourd'hui il y ait plus vraiment d'appareils photo, parce que tout le monde fait des photos sur le smartphone, donc on est sur un appareil qui est à la fois un outil de communication et puis un appareil photo. Je me demande si ça n'a pas justement incité les jeunes à vouloir avoir un appareil qui soit juste dédié à la photographie, pour des raisons peut-être diverses et variées. J'ai entendu des choses, une fois au comptoir, j'entendais un jeune client qui va avoir, je sais pas, une quinzaine d'années, qui disait moi j'achète des jetables parce que je veux pas que mes photos de soirée avec mes copains soient sur mon téléphone. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une idée derrière de confidentialité je pense de confidentialité, ouais. Je sais pas, je pense qu'il y a aussi cette idée que partager des photos sur des réseaux sociaux, c'est pas forcément même si ça a été il y a eu un énorme engouement sur cette pratique-là les dernières années. Je pense qu'il y a aussi un contre-mouvement de gens qui ne veulent pas exposer leur vie privée dans les réseaux sociaux. Et comme aujourd'hui l'appareil photo est dans le téléphone qui est connecté aux réseaux sociaux en permanence, peut-être une certaine défiance par rapport à ça, je sais pas. C'est une idée, c'est une des théories. Après, il y a quand même de plus en plus de clients qui cherchent vraiment la belle image, le cadrage. On sent qu'il y a un vrai retour à de la photo un peu plus fouillée, quoi. Et puis il y a beaucoup de gens qui font des photos des photos de vacances tout simplement, ou de moments de plaisir avec des amis ou avec de la famille, mais sur pellicule argentique, je pense, dans l'idée de garder une trace, d'être sûr que ça ne disparaisse pas dans le fond d'un disque dur ou d'un téléphone qu'on se ferait voler ou qui casserait. Je pense que c'est un petit peu un agrégat de toutes ces raisons-là. Mais je suis moi-même très surpris de voir autant de jeunes s'intéresser à la photographie argentique. Je suis le premier à être étonné. Mais et j'en suis ravi. Il faut pas mais ça m'étonne beaucoup. Et quelles sont un peu les grandes difficultés que vous avez pu avoir? Donc il y avait 2004-2005, vous vous êtes posé des questions sur ouais. Voilà, est-ce qu'il y a eu d'autres moments difficiles? D'autres moments où vous dites qu'est-ce qu'on fait, quoi, en fait? Est-ce qu'on continue dans cette direction, ou est-ce qu'il y a eu d'autres moments Ouais, il y a 2 ans, justement, au moment où j'ai décidé avec Olivier, où on a décidé de créer ce lieu là, ici dans le 20e, on était face à un petit peu un plafond de verre où on avait beaucoup de travail,
commençait à avoir pas mal de monde avec nous, et puis pas mal de difficultés au niveau technique parce que les machines sont vieillissantes. Il y a plus beaucoup de support technique. Les industriels qui fabriquaient les machines de développement, ils ont tous arrêté ou ils se sont reconvertis dans d'autres activités. Et donc ça devenait compliqué. Il a fallu que je me forme un peu sur le tas pour réparer des machines, apprendre à dépanner des machines qui sont complexes pour certaines. Et j'ai mes limites aussi, donc il y a des moments j'ai un peu une forme de découragement où je me disais ça va être compliqué si dans les années à venir de pouvoir continuer à faire ce métier. Et puis il y avait aussi le fait que même si ça marche bien, même si on a beaucoup de travail, en fait on est sur un métier qui a pas une valeur ajoutée extraordinaire, c'est-à-dire que on propose des développements de films, on vend ça entre 6 et 15 euros. C'est moins cher que ça l'était quand moi j'avais 15 ans, en valeur absolue. Donc il faut payer le personnel, les charges, tout ça. Derrière, il reste pas des montants fous d'argent. Donc tout ça mis bout à bout, c'est ça. On se pose des questions, On se dit pourquoi prendre des risques financiers alors qu'on n'est pas sur quelque chose qui va nous permettre d'être tranquille, on va dire, financièrement sur le long terme. Mais je veux dire, on a été poussé un petit peu par nos clients, en fait, d'une certaine manière, parce que de voir autant de monde tout le temps pousser la porte du magasin, toujours demander plus, d'une certaine manière, c'est là où la passion parle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit les risques sont grands, les perspectives sont pas forcément folles, mais pourquoi pas, en fait. Ça a toujours été ça, ça a toujours été pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand il a fallu installer les locaux ici. J'ai cherché des machines, j'ai fait venir par container du Japon une quinzaine de machines dans un état proche de la casse. Et puis il a fallu les démonter pièce par pièce pour en refabriquer avec les meilleures pièces de chaque machine, comprendre comment ça fonctionnait. Enfin tout ça c'est des challenges. Moi ça m'amuse en fait. Olivier, ça c'est pas l'aspect du métier qui lui plaît le plus, donc heureusement on est assez complémentaires là-dessus. C'est des challenges. Je pense qu'on le fait par passion, parce que très honnêtement, je pense que si je vais voir un investisseur et que je lui raconte ma vie, il va me dire que je suis un peu fou, parce que c'est pas du tout. Si personne ferait ça, en tout cas avec une autre motivation que la passion de la photo argentique, ça je vous le garantis. Mais bon, jusqu'ici. On n'a jamais regretté d'avoir investi du temps, pris des risques financiers, parce que aujourd'hui on est une petite communauté de 27 illuminés qui continuent à développer du film pour le plaisir de le faire, en fait. C'est vraiment ça. Je crois que c'est un peu comment dire. C'est un peu la rançon de tous ces risques, C'est-à-dire que oui, il y a des moments difficiles, il y a des moments de doute, beaucoup, mais le fait de pouvoir travailler avec des passionnés, et puis de savoir qu'on permet à plein de gens d'avoir des photos argentiques, des tirages, des souvenirs qui resteront et qui les connecteront à des bons moments de leur vie, ou des bons ou des moins bons, mais en tout cas des moments de leur vie qui sont importants. Ça nous aide à dépasser un peu toutes ces problématiques, je pense. Et on prend pas toujours le temps de penser à tout ça, mais là, puisque tu me le demandes, c'est important de s'en souvenir.
Avec Olivier, vous répartissez comment les tâches Alors Olivier, lui, il est très opérationnel en fait, et puis c'est vraiment quelqu'un qui aime le contact humain, donc il adore manager les équipes, aller en boutique, discuter, s'assurer que tout le monde est bien dans son poste, que tout va bien. Moi, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup mon équipe, mais je suis quand même assez passionné par la technique, par tout ce qui est organisation du travail. Donc on se partage bien les rôles. Après, les décisions, on les prend ensemble, hein, que ce soit des décisions humaines ou des décisions techniques. On les prend ensemble. On se complète bien. Ouais. C'est une association qui marche bien. Ouais. Et est-ce que vous avez des concurrents au niveau est-ce que vous voyez des personnes qui vous copient et qui vous dites voilà aussi ils grossissent, est-ce qu'il y a d'autres labos Ça commence à venir et j'avoue que ça me fait assez plaisir en fait parce que même si d'autres pourraient voir ça comme un risque, moi au contraire je suis ravi, je me dis nous on a beaucoup de travail, on est débordé tout le temps. S'il y en a d'autres qui s'y mettent, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a encore plus de gens qui s'y mettent à la photographie argentique. Que, du coup, on n'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Et je suis très content quand il y en a qui s'y mettent. Et d'ailleurs, on aide beaucoup d'autres laboratoires. On fait beaucoup de sous-traitance. Ça leur permet aussi de se rassurer. C'est-à-dire que ils commencent à prendre du film au comptoir de leur laboratoire, où souvent ils faisaient plus du numérique et ça leur permet de voir qu'il y a un marché, que peut-être de se dire maintenant je peux peut-être investir dans une petite machine de développement, de prendre le risque de le faire. Et moi je les encourage en fait, et je leur dis puis si t'as une tuile avec une machine, je peux t'aider. Voilà. Et je suis très content quand il y en a, quand ça inspire d'autres personnes de nous faire concurrence, qu'ils y aillent avec plaisir. Ça ne fait que aider le marché, le métier. On peut continuer à se projeter dans l'avenir comme ça. Et il y a effectivement aussi d'autres laboratoires historiques qui existent depuis beaucoup plus longtemps, qui ont tenu pendant la tempête. Et je pense notamment il y a Négatif Plus, qui est un grand laboratoire à Paris, qui lui un peu tourné aussi grand public et professionnel. Et alors je les connais pas plus que ça, mais je suis ravi qu'ils soient là. Et il y a aussi des grands laboratoires professionnels qui restent. Je crois qu'à Paris, on a vraiment de la chance parce qu'on a beaucoup d'offres. Quand je compare avec, parce que comme la photographie, c'est une petite communauté au niveau international, on se connaît un peu tous maintenant. Et quand je compare avec d'autres pays européens, je crois qu'on est quand même, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de laboratoires encore à Paris et en France. Moi j'ai des amis qui vivent à Berlin par exemple. L'offre elle est pas aussi large, quoi, aussi vaste. Vous pensez du coup c'est parce qu'il y a plus de personnes qui font de la photographie ou alors historiquement c'est quelque chose que j'ai découvert en discutant avec les gens de chez Kodak. C'est vrai que la France est l'un des pays européens qui pratique le plus la photographie. Les Français sont férus de photographie et c'est ancré dans l'histoire de la France. L'État français a quand même acheté le brevet de la photographie pour l'offrir au peuple français. Je sais pas s'il y a d'autres pays qui ont fait des choses comme ça, d'acheter des brevets pour les rendre publics, mais je pense que c'est pas pour rien. Et c'est clair que en tout cas, on sait que les Français sont des pratiquants assidus de la photographie, et ce depuis très longtemps. Et je pense que c'est pas prêt de changer en fait. Et mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi parce que on a un rapport très affectif avec la photographie en France, et ce qui fait qu'il y a toujours eu plein de petits magasins, plein de petits ateliers. En France, on a de la chance, on a des choses extraordinaires. On n'en parle pas assez, je trouve, mais par exemple, on avait l'atelier Fresson qui faisait des tirages au charbon couleur. J'ai lu il y a pas longtemps
tristesse, qui est un des frères Fresson qui était décédé. On a des grands artistes du tirage comme Diamantino. C'est une chance. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour faire réaliser des tirages ici en France. J'espère que ça va durer encore longtemps. Et j'espère qu'en tout cas, en contribuant à ce que le grand public puisse continuer à faire de la photographie argentique, on peut aussi pérenniser ces pratiques de tirage un petit peu qui ont l'air un peu élitistes, mais qui le sont pas, parce que des tirages chez des grands artistes comme ça coûte pas non plus des sommes folles. Donc vraiment, en tout cas, j'encourage beaucoup les gens qui pratiquent la photographie et qui prennent du plaisir à découvrir aussi tout ce pan-là du métier qui est fabuleux, qui est la réinterprétation du négatif avec le tireur qui est lui-même un artiste. C'est une rencontre, en fait. C'est un peu magique. On a vu quelque chose, on a une idée, on a créé quelque chose et puis on rencontre quelqu'un qui va avoir une vision complètement différente, et de cette rencontre va naître une image unique qui sera celle de deux visions qui vont se confronter. Je crois que c'est assez unique, en fait, dans la création, parce que souvent on est seul quand on crée quelque chose, et la photographie, c'est ça qu'il y avait en tout cas dans la pratique argentique, c'est ça que je trouvais assez étonnant, c'est cette rencontre entre le photographe et le tireur. Alors il y a plein de photographes qui tiraient eux-mêmes leurs photos, mais il y en a plein aussi qui préféraient justement avoir un autre regard sur leurs images, et je crois que c'est ça qui la rend assez unique, en fait, la photographie argentique. En tout cas, ça c'est mon opinion. Mais moi, c'est ça que je trouve assez incroyable. Et sur le numérique, vous imprimez aussi du numérique ou pas du tout ? Oui, on le fait aussi, ouais. Un petit peu. On le fait aussi, un petit peu. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi quand j'étais étudiant. J'ai découvert Photoshop, c'était génial, on pouvait faire plein de trucs. Puis c'est des logiciels qui sont énormément développés, on peut faire des choses extraordinaires avec le numérique. Des choses qu'on pourrait difficilement faire en tirage à l'agrandisseur, ou même avec de la repique. Mais bon, il y a ça vous intéresse moins, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je sais pas, là aussi il y a peut-être un sujet de société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'informatique elle est présente partout. Au travail, quel que soit le travail qu'on fait, on est confronté à l'informatique, dans les loisirs, et peut-être que d'en sortir un petit peu de temps en temps, ça fait du bien. En tout cas, ça me permet de nous recentrer un petit peu, d'être un petit peu moins sur l'écran, d'avoir de sentir un petit peu plus aux manettes, en fait, des choses. Surtout que les ordinateurs, en fait, on parle d'intelligence aujourd'hui maintenant pour l'ordinateur. C'est pas de l'intelligence où on n'a pas d'échange, de dialogue avec l'ordinateur, mais disons qu'il nous mâche un peu le travail, quoi. Donc est-ce que justement on n'a pas besoin de se reconnecter un peu avec ces choses toutes simples de faire soi-même? Je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans la recherche de pratiques analogiques, d'arrêter de déléguer même trop de choses simples et évidentes à l'informatique pour sentir le process de conception, en fait, de quelque chose. Je pense notamment à la différence quand on fait un tirage sur une machine et quand on fait un tirage à l'agrandisseur. La machine peut faire beaucoup mieux que l'agrandisseur. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais le plaisir de faire soi-même permet peut-être d'imaginer autre chose dans le process de création. C'est-à-dire que peut-être qu'avec l'informatique, on va aller à l'évidence.
alors que quand on est dans une chambre noire avec un agrandisseur, on va tâtonner et puis on va trouver quelque chose qu'on n'aurait pas trouvé en allant à l'évidence en fait. Et c'est là où c'est intéressant. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte et c'est peut-être pour ça aussi que la pratique grandit auprès des jeunes. Et vous souhaitez, j'ai l'impression qu'il y a aussi des communautés qui se créent vraiment de jeunes photographes. Et j'ai vu que vous créiez des événements. Quelles sont un petit peu les autres activités ou en tout cas les projets. Déjà pourquoi créer des événements Alors oui, effectivement, on s'est associé avec Kodak pour créer ce qu'on appelait des photo walks. C'est une idée qu'ils ont eue eux, et que je trouve très bien. Qui est de proposer des balades avec une dizaine de personnes qui est animée par quelqu'un qui est passionné et qui a une certaine aisance. Il est acteur de métier, donc il a une bonne maîtrise en fait de la communication, et puis il est passionné de photographie. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui a travaillé souvent sporadiquement avec nous. Ce qui se passe, c'est que en fait les gens viennent avec leur boîtier, Kodak leur offre un film, et puis on fait une balade de 2-3 heures pour exposer la pellicule. Alors il n'y a pas forcément de thématique, il peut y en avoir une, mais c'est surtout une rencontre en fait. Et après on propose de développer le film avec nous dans le laboratoire, donc on leur montre un peu comment on travaille, et puis on les laisse faire un petit peu eux-mêmes aussi. Ça leur plaît beaucoup. Je pensais pas que ça intéresserait à ce point-là d'autres gens, mais les retours sont assez incroyables. En fait, la balade, c'est très sympa et tout ça, et puis le développement, ils découvrent un peu l'envers du décor, et il y en a plusieurs qui sont revenus plusieurs fois en fait, plusieurs participants, et qui ont invité des amis, du coup on en fait de plus en plus. Au départ on faisait ça une fois par mois, maintenant on en propose 6 par mois, et c'est vrai que ça va vraiment dans le sens de la façon dont c'est pratiqué, c'est-à-dire que moi je sais que dans notre équipe il y en a beaucoup qui se sont rencontrés aussi comme ça, en créant des espèces de balades informelles où ils se sont rencontrés sur des forums, et puis ils disaient faisons une petite balade avec notre appareil photo et puis confrontons notre regard des choses. Et ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est un moment de convivialité, c'est un moment de découverte, de partage, et puis c'est sortir un peu de son quotidien pendant quelques heures, et se consacrer complètement à sa passion. Et je suis très content qu'il y ait de l'engouement sur ce genre de choses. J'avoue que c'est pas une idée que j'aurais eue spontanément moi-même, et je suis assez ravi de le rendre possible. C'est vrai que les ateliers manuels, ou en tout cas les ateliers je pense que c'est quelque chose où les gens ont envie en tout cas de voir, de pouvoir faire par eux-mêmes. Oui. Ateliers, j'en sais rien, de couture, de cuisine. Je pense que les gens ont envie maintenant de faire par eux-mêmes et de comprendre comment ça fonctionne. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que moi, plongé au quotidien dans mon métier, oui. J'avais pas l'impression qu'il y ait des gens que ça pouvait intéresser, par exemple, mon client que je vois tous les jours, qui vient faire développer ses films. Je pensais pas que ça l'intéressait de savoir comment je travaille. Je m'étais pas posé la question. C'est étonnant, mais je suis content aujourd'hui de l'avoir fait, parce que je me suis rendu compte que c'était aussi hyper valorisant pour toute l'équipe, de sentir que les gens étaient fascinés par leur travail.
Et ça leur a donné, ça a été en fait un échange fabuleux parce que d'un côté, les participants, ils sont ravis de voir comment on fait et puis de pouvoir pratiquer un petit peu eux-mêmes. Et pour l'équipe, c'est hyper valorisant parce qu'ils se sentent valorisés dans leur métier. Et donc c'est vraiment une très très bonne chose. Non, ouais. Et quand parler d'aspect communautaire de la photographie, effectivement, comme c'est difficile de maintenir cette pratique parce que il y a des enjeux, comme je disais, qui sont industriels, techniques, qui sont compliqués. Bon, c'est un métier qui s'est développé pendant des dizaines et des dizaines d'années avec des techniques de plus en plus complexes, de plus en plus pointues. Et maintenant que les industriels ont changé de voie et qu'on est un petit peu, on va dire, laissé à l'abandon, il faut aller chercher du savoir et un peu partout, hein. Moi, par exemple, j'ai créé des groupes sur des réseaux sociaux ou dans des forums où on échange avec d'autres professionnels un peu partout dans le monde sur comment réparer ci, comment maintenir ça, trouver une combine pour faire tourner une machine où il n'y a plus les chimies d'origine, trouver un produit de remplacement. Et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ex-employés de ces grandes entreprises qui, même s'ils ont un autre métier aujourd'hui, sont restés attachés à leur passion pour la photo et ils sont prêts à aider, à donner des conseils et de prendre beaucoup sur leur temps pour nous aider. Par exemple, moi, je sais que j'ai eu des problèmes avec un scanner. C'est une machine très complexe. En tout cas, moi, ça me dépasse complètement. Il y a beaucoup d'électronique dedans. J'ai trouvé des gens sur des forums qui m'ont aidé, des anciens employés de chez Kodak, des ingénieurs, des gens même qui ont conçu des machines et qui prenaient sur leur temps pour m'expliquer des trucs pour arriver à dépanner. C'est incroyable. Je veux dire, je sais pas s'il y a d'autres secteurs d'activité où on trouve autant de générosité en fait et de partage. C'est assez surprenant et c'est assez agréable. Et sur les prochaines années, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu vois? Donc là, la difficulté vraiment technique d'avoir des machines qui fonctionnent, qu'on puisse réparer ou en tout cas avoir. Ça, c'en est une grosse quand même. Hein. Ouais, c'en est une très grosse. Alors la chance qu'on a, c'est qu'il reste un fabricant au Japon qui était le plus gros fabricant dans les années 90 et qui continue à fabriquer une machine de tirage. Donc c'est pas du développement mais c'est du tirage, mais comme il y a des composants qui sont un peu similaires, il continue à fabriquer des pièces détachées un petit peu pour pas mal de choses. Et puis du coup nous on a investi aussi dans ces machines là parce que si on leur achète pas leurs machines, ils vont arrêter à un moment ou à un autre. Donc ça a été une décision un petit peu difficile parce que c'est beaucoup plus cher d'acheter des machines encore produites que de trouver de l'occasion où il y en a plein partout, mais c'était un peu c'est un certain volontarisme participer au système. Ouais, voilà, de se dire il y a des gens qui continuent à investir, il faut les soutenir quoi. Et puis je dois dire que ça se passe plutôt bien. À force de lier des contacts avec des gens en cherchant du matériel, on finit par créer un réseau, une communauté de gens qui savent et qui ont envie d'entretenir en fait le métier pour qu'il continue. Et du coup, il y a plein de projets qui sont sur la table chez Nation Photo, de plus en plus fous d'ailleurs. Je dois dire, ça m'effraie un peu des fois, mais par exemple, voilà, là on a un petit souci, c'est que aujourd'hui, quand on veut produire de manière un peu industrielle du développement de film et du tirage, on est obligé de passer par une étape de numérisation du film parce que on fait plus de tirage optique comme on faisait dans les années 80 avec des machines
qui expose le film directement sur le papier. Parce que de toute façon, il n'y a plus de machines comme ça. C'est-à-dire que dans les années 2000, quand le numérique arrivait, on a eu des machines qu'on a dit hybrides. C'est-à-dire que pour pouvoir imprimer des photos numériques, il fallait bien passer d'un moment à un autre par une étape numérique. Donc les fabricants de machines de tirage, ils ont créé des machines avec des lasers à l'intérieur qui transforment donc une image numérique en image argentique, en exposant le papier argentique avec des lasers. C'est extrêmement complexe comme machine, hein. Je vais pas détailler tout ça, mais puis surtout que moi je pense que j'ai pas du tout les compétences pour parler de ce genre de choses. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les gens n'allaient pas s'équiper, enfin les laboratoires n'allaient pas s'équiper de machines analogiques et numériques. Donc ils s'équipaient que de machines numériques et on a numérisé le film, qu'on l'a scanné. Et alors là c'est le gros problème parce qu'en fait, ça a été très compliqué de fabriquer ces machines de numérisation de films. Et comme le marché s'est effondré assez rapidement, eh bien des scanners, il y en a eu de conçus entre 1995 et 2002 ou 2003. Donc sur une période assez courte et à une époque où ces technologies-là, elles étaient vraiment balbutiantes. Donc en fait, ce qu'on a de mieux disponible aujourd'hui, c'est pas terrible. Et puis surtout, ça devient vieillissant et il y en a plus beaucoup d'occasions et c'est plus fabriqué du tout. Partant de ce constat-là, on s'est dit, on va avoir un problème. C'est qu'on trouve plus de scanners d'occasion, c'est très difficile à réparer. Il y a plus de pièces. Eh bien, on va en fabriquer. Alors ça, c'est un peu fou, c'est que moi j'ai rencontré un Finlandais qui lui a la passion des appareils photo et il a monté une entreprise en Finlande où il récupère et il répare et remet complètement à neuf des appareils photo argentiques et on échange beaucoup. Il est venu plusieurs fois en France. Je suis allé en Finlande. C'est devenu un ami. Et lui, il est obsédé justement par cette idée que il faut pas que ça disparaisse, quoi. C'est important que les gens puissent continuer à faire la photo argentique. Donc on s'est posé plein de questions sur tous les écueils du métier dans les 10 ans à venir. Et il a dit oui, c'est vrai. S'il n'y a plus de scanner, comment on va faire, quoi? Il faut bien qu'on trouve un moyen. Et lui, il a trouvé, et c'est étonnant parce que c'est lui qui a trouvé un étudiant français qui avait un projet de fin d'études de refaire un scanner de film. Cet étudiant français, il a fait un stage chez lui en Finlande l'année dernière. Et puis quand il est revenu, il lui a dit il faut que tu ailles voir Max chez Nation Photo pour lui parler de ton projet. Puis il est venu me voir et au début, moi, je dis mais je suis pas un industriel, je vais pas concevoir des scanners. Je dis c'est vrai que c'est passionnant, mais il a réussi à me convaincre parce qu'il a des très bonnes idées et du coup là, cet après-midi là, on doit se voir avec un groupe d'étudiants là, de son école. Et donc leur projet de fin d'année, c'est de concevoir un nouveau scanner. Donc on va se lancer là-dedans. Donc dans la production. Ouais, on va être obligé de concevoir et de fabriquer nos propres scanners. Ça c'est le nouveau projet un peu Une fou. nouvelle branche. Ouais, c'est-à-dire que nécessité fait loi, quoi. Ça a toujours été comme ça et je sais pas où ça va m'amener. Mais bon, pourquoi pas. Après tout, ça m'évite m'évite la routine aussi, je crois. C'est pas mal. Et puis d'autres projets, oui, on en a plein. Je pense que moi, en tout cas, c'est ça qui me plaît dans cette dans cette fonction de dirigeant d'entreprise. C'est les projets, parce que depuis que j'ai perdu un peu le contact avec la clientèle, c'est vrai que gérer une entreprise, bon, c'est pas très drôle au quotidien, mais les projets, c'est vraiment passionnant, hein. Puis même si ça a l'air fou,
ou impossible, justement, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Et est-ce que tu fais de la photo encore? Est-ce qu'il y a des activités que tu fais, je sais pas, du sport, de l'art, enfin, est-ce qu'il y a des activités que tu fais pour sortir un peu de la routine? Alors, moi, j'ai une grande famille. J'ai 4 enfants, donc ça me prend pas mal de temps et j'adore passer du temps avec ma famille. C'est vraiment ma priorité. Mais oui, donc j'ai plus beaucoup le temps de prendre des photos en dehors du cadre familial, on va dire. Mais bon, c'est passionnant de prendre ses enfants en photo et de documenter les bons moments en famille aussi. J'avoue que j'ai perdu un peu le contact avec la photographie que je pouvais pratiquer quand j'étais étudiant où je faisais des recherches. Mais bon, j'espère que la vie me laissera le temps plus tard de m'y reconsacrer. En attendant, oui, documenter la vie de famille, c'est pas mal aussi. C'est assez sympa. Ouais. J'avoue que c'est pas du tout la même chose, c'est une pratique beaucoup plus légère, on va dire, mais c'est très sympa aussi. Et est-ce que tu aurais un conseil donc ou alors pour des personnes pour des photographes, ou alors pour des personnes qui voudraient lancer leur labo photo? Est-ce que tu aurais des conseils, des choses à faire attention et des choses au contraire à... Ouais, je sais pas trop. C'est ce qui est difficile aujourd'hui, c'est comme dans toute entreprise, hein, il faut avoir bien conscience que créer une entreprise, c'est très difficile. C'est un investissement de temps et extrêmement important. Donc il faut prévoir qu'on va pas faire beaucoup d'autres choses pendant quelques années. Sinon ça marchera pas en fait. C'est arriver à vivre de son travail, c'est très difficile en indépendant. Je pense que c'est vrai dans beaucoup de métiers, hein. Et donc je pense que le conseil principal, c'est de dire il faut être prêt à sacrifier beaucoup de choses. Son niveau de vie, son temps libre, et puis il faut être obstiné parce que souvent quand on démarre une activité, les premières années, c'est très difficile. On apprend beaucoup de choses, mais on les apprend souvent dans la douleur, parce qu'on commet des erreurs. Et puis, quand on est à son compte, quand on commet des erreurs, il y a personne pour nous aider, donc on en paye le prix, que ce soit financièrement ou humainement, ou voilà. Donc c'est très difficile. C'est une épreuve, hein, je pense, de créer son entreprise. Moi, maintenant que j'ai fait ce chemin, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui créent leur entreprise, quel que soit le domaine. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment très très difficile. Et il faut avoir beaucoup de courage pour aller jusqu'au bout, pour arriver au moment où on gagne sa vie, ou même on arrive à faire gagner sa vie à d'autres gens. Et puis en plus, enfin, je veux dire, j'ai découvert ça moi parce que j'étais pas du tout, comme j'ai dit, hein, j'étais pas du tout câblé pour être commerçant, un truc comme ça, ou entrepreneur. Et j'ai découvert que en France, en tout cas, on n'avait pas une grande connaissance de ce que c'était que l'entreprise. En tout cas, moi, avec la formation que j'avais suivie, que ce soit, j'ai fait un bac scientifique, j'ai jamais vraiment été aux prises avec la réalité de ce que c'était que d'avoir une entreprise. Je l'ai découvert en le faisant. Et je pense que peu de gens savent vraiment comment ça fonctionne vraiment une entreprise. Mais si tu savais, est-ce que tu l'aurais fait Je suis pas sûr. C'est ça qui est... Je suis pas sûr. Je pense qu'il faut un certain degré d'inconscience quand même, parce que en fait, comment dire, la difficulté principale, c'est cette solitude en fait face à
à la difficulté d'équilibrer un bilan, de comprendre le fonctionnement de la fiscalité, parce que en fait c'est très très compliqué, hein. Il y a des myriades de taxes, d'impôts qui sont enfin, le propos c'est pas de savoir s'ils sont justes ou pas, hein, mais c'est juste d'arriver à les comprendre et d'anticiper en fait. Faut s'entourer alors. Ouais, il faut s'entourer, il faut essayer enfin il faut beaucoup se documenter sur comment ça fonctionne, parce qu'en fait je pense que si on n'a pas si c'est pas quelque chose qu'on a eu envie de faire depuis longtemps, et qu'on peut pas imaginer la complexité que c'est de faire fonctionner une entreprise. C'est très très compliqué. Et humainement aussi c'est une aventure. Le jour où on a des salariés, en fait, eh bien on découvre beaucoup de choses, quoi. Alors c'est formidable, hein. Moi j'encourage à chaque fois que je rencontre des confrères ou des gens qui veulent se lancer, je les encourage toujours à ne pas travailler seul, en fait, à prendre le risque d'avoir des salariés, parce que c'est un risque, hein, c'est difficile, hein. On prend en plus une responsabilité, il faut qu'on puisse leur donner un salaire à la fin du mois, c'est important c'est une vraie responsabilité, hein. Mais je pense que même si c'est très difficile, même s'il y a des moments de doute, je pense qu'on gagne toujours à s'entourer. Moi, Nation Photo, c'est pas moi ou Olivier, c'est nous deux, c'est sûr. On a donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est tous les gens qui travaillent avec nous. On n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait sans les gens qui travaillent avec nous. C'est impossible. Et jamais on l'oublie. C'est-à-dire que nous, tout seul, on fait rien. On est 27 maintenant, donc moi tout seul, si je viens ici, je suis rien, quoi. Et ça c'est une grande aventure, une vraie grande aventure. Et puis surtout dans la photographie, ça fait sens. Comme j'ai dit, moi j'ai toujours trouvé que c'était ça qui était génial dans ce métier, c'est cette confrontation de vision, et ben là on est en plein dedans, quoi. Et c'est sur des choses très terre à terre, hein, c'est vrai, mais qui sont pas forcément liées à la photo, hein. Mais sur organiser le travail, tout le monde a son mot à dire. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse des entreprises aussi. C'est cet échange, quoi. C'est hyper important. On a, je pense, trop de petites entreprises en France. Il faut que les gens ils y aillent, qu'ils embauchent, qu'ils prennent le risque. Ils ont tout à y gagner. Même si c'est très difficile au quotidien, que parfois on peut avoir des moments difficiles où on n'est pas d'accord, mais c'est ça qui fait avancer. Vraiment. Super, je pense qu'on a fait le tour. Merci. De rien. Bonne journée. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!